Parallèlement, ces frappes israéliennes, elles coïncident aussi avec l'arrivée dans le ciel des fameux bombardiers américains B-2, B-52, le B-52, icône de l'aviation américaine, qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans ce nouveau clip que vous voyez à l'écran publié par le CENTCOM. C'est le commandement, on vous le rappelle, central américain qui gère ces opérations au Moyen-Orient. Nouveau clip où on les voit en action. Réécoutons Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, rebaptisé ministre de la Guerre, qui annonçait l'arrivée sur le terrain des opérations de ces fameux B-52. Écoutons. Des B2, des B-52, des B-1, des drones Predator, des chasseurs contrôlant les cieux, choisissant leurs cibles, semant la mort et la destruction depuis les airs, toute la journée. Nous jouons pour gagner. Nos combattants disposent de pouvoirs maximaux qui leur ont été accordés personnellement par le président et votre dévoué. Nos règles d'engagement sont audacieuses, précises et conçues pour libérer la puissance américaine et non pour la brider. Bonsoir Pierre-Henri Chuet, vous êtes ancien pilote de chasse dans l'aéronavale française. Expliquez-nous quelles sont les particularités de ce B-52 qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout sur les terrains d'opération depuis la guerre du Vietnam. Il peut porter une bombe, c'est ça. Expliquez-nous les particularités de ce bombardier B-52. Bonsoir. Alors la grande particularité du B-52, c'est qu'il est, pour faire simple, de tous les conflits depuis près de 70 ans des Américains. Forcément, c'est une version qui a été mise à jour, qui est améliorée, mais de tout l'arsenal américain, c'est peut-être l'avion qui a besoin en fait de plus de protection autour de lui. Et une des raisons pour lesquelles maintenant on va rentrer dans la phase des bombardiers, c'est tout simplement parce qu'il y a un sujet qu'on oublie souvent, c'est celui de la taille de l'armée américaine à l'heure actuelle. Pour vous donner une petite idée, ils ont moitié moins d'avions de combat que ce qu'ils avaient dans les années 90. Et il y a même une crise de ressources humaines dans l'armée américaine. Officiellement, il leur manque environ 1400 pilotes. Et après une dizaine de journées à avoir un très fort niveau d'engagement, il va falloir pouvoir continuer à maintenir le rythme, maintenir la pression. Et maintenant que le ciel a l'air assez ouvert, il va falloir faire venir ces avions qui peuvent facilement, un B-52, remplacer 5 à 10 avions de chasse en termes de capacité de bombardement. 5 à 10 avions de chasse, ah ouais. Il peut porter une bombe, on dit jusqu'à une vingtaine de bombes, c'est ça, qui peuvent être larguées à haute altitude? Oui, après c'est même sur le papier une cinquantaine de bombes de ce qu'on appelle les 500 livres, d'environ 250 kilos. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a également les B2, également les B1 qui peuvent monter jusqu'à 80. Ça, c'est en théorie. Après, fonction des stocks, fonction également du temps de vol, fonction de votre objectif, vous allez plus ou moins vous charger. Pour vous donner une idée des images que l'on voit, les avions de combat, ils sont généralement équipés à 50% de leur capacité théorique. Pour ce qui est des bombardiers, ça sera en soute, on aura plus de mal à savoir. C'est le bon moment pour les faire entrer en action dans cette phase 2 du conflit. Une fois que cette menace solaire, on en a parlé, a été éliminée, ces avions qui sont un peu lourds, hein. Oui, effectivement, donc ces avions assez lourds, ils ont peut-être même besoin d'un petit peu de protection, d'avions qui pourraient régler des défenses sol-air, c'est-à-dire que si à un moment il y a un radar qui n'a pas été traité dans les 10 premiers jours qui s'allume, eh bien on va mettre peut-être du F-16, d'autres aéronefs dont c'est le métier en fait de détruire ce type de radar autour en protection. Mais par contre, encore une fois, ils en ont 76 sur le papier des B-52 les Américains, et là c'est le bon moment pour permettre aux chasseurs de se reposer un petit peu. D'après les déclarations israéliennes, leurs pilotes de combat font plusieurs missions par jour, sont sous cachet, ce qui est américain, ce que chez les Américains également on appelle ça les go kills. Et il y a un moment, d'un point de vue ressources humaines, il faut redescendre. On peut pas rester à ce qu'on appelle en surge tout le temps. Et là, l'arrivée des bombardiers va forcément permettre de tenir dans le temps, mais va amener un autre problème, qui est celui du targeting, du cycle en fait de bombardement, de planification, et surtout va se mettre à consommer énormément de bombes. Et là derrière, ça devient rapidement une guerre de logistique. Pierre-Henri Chuet, quelle est la différence entre le B-52 et le B-2 ? Alors le B2 n'a pas la même mission. Le B-52, c'est vraiment, si vous voulez, l'avion que vous allez envoyer dans un espace où vous avez réussi à acquérir la supériorité aérienne. Alors il a une capacité à tirer une vingtaine de missiles à longue portée, mais c'est vraiment le bombardier, c'est le dernier que vous allez sortir face à un adversaire qui est très bon. Le B2 est un avion furtif qui a vocation à pouvoir pénétrer en territoire ennemi sans être détecté, qui va pouvoir amener encore plus de bombes si besoin, mais surtout des bombes qui vont pouvoir aller en profondeur. Donc vous parliez tout à l'heure des sites souterrains. Le B2 va, je pense, être privilégié pour ce genre de cible, mais
Encore une fois, on revient sur la gestion de stock. On sait que ces fameuses bombes qui peuvent aller en profondeur, les Américains n'en ont pas non plus des centaines, c'est quelques dizaines. Et donc, il va falloir utiliser les B-52 pour des cibles assez faciles, si je puis dire, et les B-2 pour des cibles plus spécialisées. Et donc maintenant, vous voyez un petit peu la campagne qui s'ouvre, la campagne de bombardement, comme une sorte de campagne de gestion de logistique et de stock. Pour vous donner une idée, en 91, première guerre du Golfe, c'est 265 000 bombes qui ont été tirées. Ah oui. Mais la comparaison n'est pas bonne parce qu'il y avait seulement 8% de bombes guidées. Et de nos jours, on a quasiment plus que des bombes guidées. Et forcément, en termes de construction, en termes de délai, ça pose des soucis. Et pour vous donner une illustration très concrète, moi, j'ai fait la guerre dans la région juste après les attentats du Bataclan avec la France. Et à un moment, on était en tension de bombes sur le porte-avions Charles de Gaulle à cause justement de ces flux logistiques. Donc, ça va être vraiment, je pense, la grosse problématique dans les prochaines semaines, c'est réussir à utiliser efficacement ces bombes. Et pour ça, il faut du renseignement. Et il faut une bonne boucle de ciblage. Et sans troupe au sol, la qualité de votre bombe, l'impact militaire de votre bombe est forcément un peu moins bon que si vous avez des personnes au sol qui vous demandent le support aérien et qui vous permettent d'avancer avec l'appui. Donc on est sur deux doctrines complètement différentes. Et là, c'est un nouveau type de campagne qu'on n'avait pas vu depuis des dizaines d'années en Occident. Merci, c'est très clair. Une petite question de Thierry Arnaud, qui est sur ce plateau, éditorialiste politique international BFM TV. Thierry. Oui, Pierre-Henri Chuin, on fait un peu dérouler tout le catalogue du matériel de l'US Air Force, mais il semble que les B1 soient entrés en action aussi. Ce sont des appareils spectaculaires que les Britanniques ont autorisés à se poser sur leur base pour transiter. On sait que ça a été un sujet un peu sensible entre les deux pays. Des appareils, je crois, capables de transporter jusqu'à 14 missiles, c'est ça ? Oui, donc le B1, son petit surnom c'est Bone, B1. Et je peux vous livrer une petite anecdote. Quand un B1 arrive sur zone, généralement ça se passe assez mal pour l'ennemi et l'expression à la radio derrière c'est "They got boned". 24 missiles longue distance ou 80 bombes. Et le B1, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant sur le champ de bataille et d'excellente capacité, une quarantaine de bombardiers en plus. Donc là, si vous prenez B-52 et B1, on est sur une centaine de bombardiers et un B1 peut facilement remplacer une quinzaine de chasseurs. Donc c'est un très bon aéronef qui en plus est beaucoup plus agile que le B-52. Grand merci à vous, Pierre-Henri Chuet, ancien pilote de chasse dans l'aéronavale française. Merci, c'était très clair. On a une meilleure idée de ce que représente la puissance de force de cette aviation américaine. Alors très rapidement, pourquoi est-ce que je parle autant de la gestion des stocks de bombes ? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas en industrie de guerre, vous allez avoir du souci à recompléter vos stocks. Là, après quelques jours, il y a eu des milliers de bombes qui ont été tirées, mais attention, toutes les bombes ne se valent pas. En début de conflit, vous utilisez de l'armement contre les systèmes solaires adverses. Et là, ces derniers jours, il y a eu énormément d'intercepteurs qui ont été utilisés et également de nombreux radars qui ont été touchés. Si ça vous intéresse qu'on revienne sur les pertes connues par l'armée américaine grâce aux images satellites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on vous prépare ça. Point très important, quel est le gros danger pour les États-Unis ? De leur propre aveu, la Chine. La Chine qui d'ailleurs depuis une semaine ne s'est pas trop approchée de Taïwan pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Pourquoi est-ce que c'est facteur pour les Américains ? Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de vider votre chargeur. Imaginez, vous avez un revolver avec 6 coups, ils se doivent de n'en tirer que 2, grand maximum 3, contre leur cible iranienne actuellement. Ils se doivent de garder une réserve, sinon à ce moment-là, ils prennent le risque d'être vulnérables. Rappelez-vous, dans Au-delà de l'Ukraine, on expliquait notre théorie sur laquelle il y a 3 grands piliers à la dissuasion. La dissuasion nucléaire, les Américains ont refait des essais de missiles ces derniers jours. La dissuasion conventionnelle, dont disposent les Américains en temps normal, mais comme on l'a dit sur BFM, regardez les chiffres, leur armée de l'air est 2 fois plus petite, et dès que vous allez regarder la presse spécialisée nord-américaine, tous les pilotes se plaignent du format actuel. Je vous donne un exemple. Les F-35 qui étaient au large du Venezuela, certains appartenaient à l'Air National Guard, donc aux réservistes, et ils ont été déployés du Venezuela directement sur le champ de bataille au Moyen-Orient. Ils ont déjà besoin d'engager des réservistes qui n'ont quasi pas de récupération. Donc c'est qu'ils sont en tension. Et là, ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir un nouveau front et ils n'ont pas la capacité à renouveler l'armement à la bonne vitesse. Et je vous dis ça alors qu'il y a seulement quelques jours, l'industrie de défense américaine a annoncé qu'ils allaient faire x4 au niveau de la cadence de fabrication de missiles. Là où vous l'avez vu,
En début de conflit, ça tire énormément. Donc il y a une non-linéarité sur l'utilisation de l'armement et sur la qualité de l'armement, ce que j'essaie d'expliquer en faisant un exemple avec 91, seulement 8% de munitions guidées. Maintenant, vous avez quasiment que de la munition guidée. Elle est plus complexe, elle est beaucoup plus chère et donc elle est également plus longue à fabriquer. Et les Américains ne peuvent pas se permettre de vider leurs barillet. Ils doivent gérer le flux, même s'ils ont du stock, et alors qu'on est dans un monde de plus en plus incertain. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. On va revenir dans les prochains jours sur l'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle sur zone. Si ça vous intéresse, on peut également faire un débriefing des frappes et des pertes côté américain d'un point de vue matériel. Et vous allez voir qu'il y a certains systèmes de défense qui ont plus qu'été touchés, très précisément par les Iraniens. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos si vous voulez essayer de permettre à vos proches d'avoir une meilleure conscience de la situation. On essaye de faire ça de la manière la plus pédagogique possible. À très vite et fly safe.